Salut Clément. Salut Olivier. Aujourd'hui, en face de moi, j'ai un nouvel animal. Et oui, un nouvel animal dans notre jungle qui va nous rejoindre en plus pour une série spéciale encore une fois. Ouais, alors c'est une série qui est spéciale et l'animal est spécial, puisque c'est un ours, mais l'ours est... Bleu. C'est un ours bleu. Bonjour Alain, comment vas-tu ? Bonjour Olivier, bonjour Clément, ça va très bien. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Ravi de te recevoir dans notre jungle, même si c'est pas très commun finalement de recevoir un ours bleu dans une jungle, mais on est quand même très content de te recevoir. L'ours bleu se déploie sur toute la surface de la Terre, justement pour porter la bonne parole. Et moi j'ai une première question, pourquoi as-tu choisi comme animal un ours bleu ? Et c'est pas tellement moi qui l'ai choisi, c'est plus mon équipe qui me prend pour un ours quand je suis mal léché ou pour un nounours quand je suis de bonne humeur. Et bleu, faudra leur demander. Ouais, voilà, exactement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement, Alain ? Finalement, tu es qui ? Tu fais quoi ? Oui, bien sûr. Moi, je suis Alain Commissionne. Alors, on me connaît surtout depuis 2015 pour Mine de Savoir que j'ai créé, qui est une agence de digital learning. On accompagne les entreprises à digitaliser leur formation et sur toute thématique et sur tout support, bien sûr, du e-learning, du podcast aussi. De la vidéo, de la VR, voilà, absolument tout moyen. Et tout ça, je vous parle d'outils, mais tout ça avec un profond ADN pédago. L'outil ne reste qu'un outil chez Mine de Savoir. Et moi, j'ai eu de la chance de travailler avec Alain. Beaucoup de chance. C'est gentil. C'est nous, on a eu beaucoup de chance de t'avoir. Je le pense vraiment. C'est mignon. Moi aussi, j'ai eu la chance de travailler avec et pour Alain. C'était une très belle expérience. Donc, on est très content de te recevoir pour une émission un petit peu spéciale de 3 épisodes où on va finalement parler de diffusion de la formation. C'est ça, Olivier ? Ouais, c'est ça exactement. On va parler finalement comment diffuser des ressources qu'on a produites sous différentes façons et on va partir de la diffusion simple jusqu'à la diffusion un petit peu plus complexe, c'est-à-dire le LMS. Exactement. Je commence directement. Je voulais pas parler LMS ou que plateforme, mais vraiment parler diffusion de support pour le formateur. Ça va nous permettre d'être assez générique. Donc j'espère qu'on va répondre aux questions et qu'on sera très opérationnel. J'espère, parce que peut-être que déjà LMS, on en a perdu certains qui n'ont jamais entendu la signification de ces 3 lettres. Alors on va en parler un peu plus en détail dans ce premier épisode et puis aussi dans les suivants. Moi, ma première question que j'ai, Alain, c'est j'ai des supports et je veux les diffuser. Comment on fait ? Mais simplement la diffusion de support. Tu sais, je fais une formation, j'ai fait des ressources, je veux les diffuser. C'est finalement le niveau 1 de la diffusion. Je fais comment ? J'utilise quoi comme outil ? Qu'est-ce que tu as dans ta petite sacoche ? Alors, un outil assez basique, mais qui n'est pas forcément à préconiser, mais je suis obligé d'en parler, c'est d'envoyer les supports par email à vos apprenants. C'est ce qu'on voit beaucoup, c'est ce qui existe. Il y a énormément de formateurs qui vont envoyer le support comme ça par email. Bon, c'est pas très pratique, c'est pas forcément très RGPD, il y a plein de problématiques avec ça. Et en plus, si jamais vous voulez mettre à jour quelque chose, si vous avez beaucoup de supports à envoyer de différents formats, c'est pas forcément pratique pour l'apprenant et même pour vous-même. Donc l'idée, c'est d'avoir un espace où on va pouvoir déposer n'importe quel type de support et les maintenir à jour pour ses apprenants. Le mieux pour ça, c'est Padlet. Et d'un point de vue personnel, j'utilise également Trello, que je détourne un petit peu de sa fonctionnalité principale, mais qui me permet d'organiser des ressources pédagogiques par thématique et de partager des tableaux Trello avec mes apprenants. Padlet, on connaît, c'est une espèce de mur à post-it sur lequel je vois bien, on va mettre les différentes ressources. Est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu plus de Trello ? Donc, parce que Trello, c'est quoi la différence par rapport à Padlet ? En fait, Trello, c'est un outil de gestion de tâches ou d'organisation de projets. Il permet de travailler en Kanban, si ça vous parle. C'est du design thinking. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, pour être honnête. C'est une méthodologie de design thinking qui te permet de créer des tâches, des étiquettes de tâches et de déplacer ces étiquettes selon l'évolution du projet. D'accord, ok. D'accord. Okay. Maintenant, sur ces étiquettes, plutôt que d'avoir des tâches, eh bien, moi, je vais y mettre, par exemple, des consignes, plus des fichiers attachés, des vidéos attachées, des liens, différentes choses comme ça. Donc en fait, je détourne la fonctionnalité organisationnelle pour y déposer mes supports. D'accord, ok. Donc dans chaque tâche, tu vas mettre des supports ou des exercices à faire, etc. Exactement. Et ça me permet d'avoir un fil continu, chronologique pour l'apprenant, ou au contraire de le laisser piocher là où il le veut.
On comprend bien que sur ces deux solutions, que ce soit Padlet ou Trello, on est clairement dans une logique aussi de classification et de simplification de lecture pour l'apprenant qui va pouvoir finalement trouver ses ressources dans les différentes catégories. Trello, je vois bien dans les différentes colonnes. Padlet aussi dans des colonnes où ça dépend le type de Padlet qu'on a choisi. Mais on voit que par rapport à l'email, il y a une vraie plus-value. Oui, puis également par rapport même à un Google Drive partagé, par exemple, où en fait, ce n'est qu'un système de fichiers. Alors, soit tu as une superbe nomenclature et tes fichiers ils s'appellent 01, 02, ce genre de choses, mais tu vas vite commencer, quand tu vas commencer à mettre à jour, à avoir des problématiques de 02B, comment est-ce que je gère tel document que finalement je n'avais pas prévu, etc. etc. Ah, je connais bien ça. Moi, je travaille avec un vieux singe qui ne sait pas numéroter, donc il fout tout dans un même dossier et on n'y retrouve rien. Je l'ai connu. Tu l'as connu? Je l'ai connu, ce vieux singe. Je te le prête si tu veux. Revenons au sujet. Là, l'intérêt de Padlet et Trello, c'est que finalement, à tes apprenants, tu vas envoyer juste une URL et ce sera toujours la même URL, beaucoup plus simple finalement que les emails qui vont succéder et tu vas mettre les ressources les unes derrière les autres, toujours accrochées aux mêmes URL. Exactement. Alors, avec la notion que si jamais tu as une session avec un groupe différent, avec une entreprise différente et que tu veux quand même personnaliser un petit peu l'ensemble des ressources, eh bien, tu peux tout à fait dupliquer ton Padlet existant ou même dupliquer le board Trello, mettre à jour avec d'autres versions. Mais sinon, tu peux garder le même Padlet, le même Trello et le diffuser tout le temps à tout le monde en le maintenant à jour. Donc ça, si tu veux, c'était le niveau 1, c'est-à-dire je donne des ressources et je les diffuse. Alors, tu es déjà passé au 1 bis, si je peux dire, parce que tu as déjà parlé d'organisation. Clément nous a dit, mais ça nous permet d'organiser. On voit bien dans le Padlet, si on l'organise par colonne, tu vas le faire par thème. Donc déjà, tu es passé au niveau 1 bis. Mais si tu veux faire un véritable petit parcours, étape par étape d'apprentissage pour tes apprenants, est-ce que tu as d'autres outils à nous partager? Toujours dans la diffusion. Oui. Déjà, le Trello, il touche le niveau 2 en termes d'organisation. Sinon, l'outil que j'ai envie de vous citer, qui permet vraiment d'agréger différents supports, c'est Parcourou. Parcourou, c'était le premier épisode qu'on a fait en podcast dans Rendez-vous Interdigital. Le tout premier, je m'en souviens plus parce que je suis vieux, mais c'était le tout premier. C'est quoi? Et pour cause. Pourquoi pour cause? C'est quoi Parcourou? Alors, Parcourou, c'est Jérôme Bruet qui a eu cette idée à l'origine. On en avait parlé juste avant que vous lanciez justement le podcast. C'est un agrégateur de contenu. Imagine une page internet sur laquelle tu vas pouvoir mettre en listing, tout simplement, eh bien, tout et n'importe quoi. Un rendez-vous présentiel, un lien vers une classe virtuelle, un support Word, PDF, n'importe quel type de fichier bureautique, une vidéo, et même intégrer certains modules SCORM. Alors, ce n'est pas si intégrable si facilement que ça, un module e-learning. Quand je parle de SCORM, je parle de module e-learning. En tout cas, Parcourou est un agrégateur de contenu et permet de diffuser tous ces contenus vers un apprenant qui, lui, va passer ses contenus dans l'ordre prévu. Ouais, là, on est vraiment sur la diffusion d'un parcours apprenant, en fait. Cette fois-ci. On n'est plus dans des ressources, on est dans un parcours apprenant. Alors, des ressources qui s'enchaînent entre elles, si possible multimodales, et effectivement, c'est un parcours apprenant. Avec un ordre logique, justement, tu disais, dans le parcours apprenant, ordre logique entre chacune des modalités, et qui offre les avantages finalement d'être assez simple d'utilisation, assez flexible, et qui, on va dire, n'offre pas les inconvénients du niveau 3 qu'on va introduire juste après, avec les plateformes LMS, d'être difficile finalement à administrer et à gérer. Oui, alors... En fait, tu as les avantages de tes inconvénients. C'est-à-dire que même un Padlet ou un Parcourou, tu ne vas pas pouvoir faire de la gestion d'utilisateurs, la gestion de tes apprenants, qui vient voir quoi, quand, gérer du multigroupe. Voilà, c'est quand même pas mal de problématiques. Les parcours, comme on le disait, les parcours personnalisés, en fait, il va falloir que tu dupliques un parcours existant, donc qu'en fait, que tu maintiennes 2 parcours, voire plus, alors qu'effectivement, avec des vraies plateformes, là on va toucher un peu ce qu'on a appelé nous, entre nous, le niveau 3, avec des vraies plateformes LMS, tu vas pouvoir gérer tes apprenants, gérer le versionning de tes activités, de tes fichiers, aller beaucoup plus loin dans l'administration de tes ressources. Avant d'aller vers le LMS et vers ce niveau 3, on parle souvent de tracking, c'est-à-dire finalement, est-ce que tu arrives à suivre tes apprenants? Alors, on sait bien que dans le LMS, on va parler de tracking proprement dit, et on va rentrer dans les dernières minutes du podcast là-dessus, mais est-ce qu'il y a moyen de faire du tracking en niveau 2? Oui, alors juste peut-être, Clément, je ne sais pas si tu vois ce que c'est le tracking précisément.
Oui, le tracking, la possibilité de suivre finalement ce que les apprenants ont fait, pas fait, ce qu'ils ont répondu, pas répondu, c'est un peu ça, c'est là où tu veux en venir, c'est ça? Suivre, ouais, c'est ça, suivre l'évolution, la progression et en temps et en compétences ou en apprentissage. Alors, Alors, pour le tracking, juste comme tu poses la question, il y a quand même 3 choses. C'est qui a fait quoi, pendant combien de temps et pour quel score. Hein, grosso modo, ça résume à peu près tout ce que je viens de dire là. Le qui a fait quoi, ça va être compliqué en niveau 2. Par contre, qui a eu quel score, ça va être possible sur des activités simples, type quiz. Quiz qu'on peut créer avec, vous en avez cité plusieurs dans les podcasts précédents, des outils de quiz ou même de sondage type Google Formulaire. Ça, voilà, vous allez pouvoir récupérer différentes... en tout cas, ce qu'ont répondu les gens et leur score selon leur bonne ou mauvaise réponse. Donc, premier niveau de tracking, finalement, c'est la réponse au quiz et on peut intégrer ça dans un parcours. Exactement. Très très bien. Alors ce qu'on a appelé entre nous le niveau 3 en préparant cette émission, c'est de dire on en arrive à, on veut du tracking, mais on veut de l'administration, de groupes, d'apprenants, et là on arrive au LMS. Est-ce qu'il y a différents types de LMS? Ça veut dire quoi LMS d'abord pour commencer? Alors LMS, Learning Management System. Yes, in English, very good. Yes. Ouais, c'est pas moi qui... C'est comme ça, c'est anglais. On a vu pas mal de LCMS se développer. LCMS? Alors, oui, Learning and Content Management System. Alors c'est quoi la différence entre LCMS et LMS? Est-ce qu'il y en a vraiment? C'est très marketing. C'est-à-dire qu'en termes de fonctionnalité, l'un ne serait pas capable de gérer le contenu. En fait, LMS, LCMS, voilà. Aujourd'hui, tous sont à peu près au même niveau et permettent d'avoir une administration du contenu avec du versionning, avec tel contenu va pouvoir être accessible à telle typologie de personnes, etc. etc. On peut parler aussi de LXP, pour Learning Experience Platform. En fait, là, l'idée, c'est de vraiment s'intéresser à l'apprenant et à l'expérience d'apprentissage qu'on lui propose. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une comparaison. Un LMS ou un LCMS va plutôt ressembler à un SharePoint ou à un système de fichiers en ligne. Ça donne pas envie ce que tu racontes. Alors, je grossis le trait, oui, parce que c'est de moins en moins vrai, mais je grossis le trait pour qu'on comprenne. Le LXP, lui, il va tendre vers le Netflix, vers l'interface Netflix, c'est-à-dire que je choisis un peu ce que je veux, on me propose des choses, ça s'enchaîne de façon fluide et régulière. Voilà, c'est un petit peu la tendance qu'on peut avoir sur LXP, LMS. On peut citer des plateformes LXP ou bien citer des marques? Oui, il y en a plein. Cite-nous en quelques-unes pour avoir une idée, pour qu'on puisse aller regarder à quoi ça ressemble. Moi, j'aime bien Rise Up. Il y a MySkillCamp qui a une belle proposition également. Et puis j'en oublie, mais il y en a des dizaines. Rise Up, par exemple, c'est déjà une plateforme. Allez voir riseup.com, j'imagine. Allez, ça doit pas être .com. Non, je crois que c'est exactement. .io, mais on pourra le mettre. Et on mettra le lien. Et là, c'est déjà une plateforme LXP. C'est-à-dire, on va... Oui, tout à fait. Ouais. Après, on parlait de plateforme LMS, LCMS, LXP, il y a même les LRS. Enfin, bref, il y a plein de dénominations dans tous les sens. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ces plateformes, elles vont permettre de gérer des masses d'apprenants qui sont considérables, et c'est ça leur avantage, quoi. Si on est formateur indépendant, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir ce type de plateforme pour diffuser sa formation? C'est vraiment la question à se poser, je pense. Et finalement, comme tous les outils digitaux, quoi. En fonction de l'usage, on va choisir l'outil qui va bien, quoi. Comme pour tous les outils, il faut que tu fasses ton adéquation entre ton besoin d'utilisation, éventuellement le prix et puis aussi les fonctionnalités possibles, quoi. Donc on va parler de fonctionnalités et si tu veux bien, l'ours bleu, on va passer un petit peu à l'épisode numéro 2. Donc on va se dire au revoir. Épisode numéro 2, on va parler des fonctionnalités d'un LMS et finalement comment lier les objectifs qu'on veut avoir et les fonctionnalités qu'on veut choisir. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le LMS. Tu es d'accord? Oui, sans souci. C'est impeccable. Je suis également d'accord. C'est impeccable. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous. On se retrouve très bientôt, autour de l'étang. Ça marche, à très vite. Salut Alain, ciao, ciao. On se retrouve toutes et tous sur les réseaux sociaux et sur notre site web, rendez-vous terredigital.com. Et Olivier, on se dit à lundi prochain. Alain aussi. Ouais, d'ailleurs, Alain aussi. À lundi prochain. Salut Clément.